Dans ce texte, l'auteur parle d'une personne qui est très active lors de l'entraînement en montant une pente raide, mais se rend compte que c'est son ego qui lui cause de la fatigue plutôt que la côte elle-même. Ensuite, il aborde le sujet du bâillement et explique que c'est un acte intelligent qui permet à l'âme de quitter le corps physique pour se reposer. Le bâillement est aussi communicable car il crée une résonance vibratoire dans le périsphère de l'âme, ce qui peut influencer les autres. Personne à bâiller. L'auteur parle également de l'ego, affirmant qu'il est destiné à mourir soit par la mort du corps soit par la négociation, qui consiste à retransformer l'ego en énergie vitale. Il souligne que la mort signifie simplement perdre conscience de la vie, mais que les constituants ne disparaissent pas, seule la forme change. L'identité d'un individu disparaît lorsque celui-ci meurt. Cependant, cela ne signifie pas que l'énergie qui le compose disparaît également. Par exemple, le glace fond, elle devient de l'eau, mais l'eau est toujours présente, simplement sous une forme différente. De même, lorsque le corps physique d'une personne meurt, l'énergie qui l'a constitué reste toujours présente, que ce soit sous forme d'un corps éthérique ou d'une réincarnation future. L'ajusteur de pensée, quant à lui, se manifeste en générant des questions et des corrections de pensée. Il n'est pas personnalisé et peut passer d'une personne à une autre. Le texte discute de l'ajusteur de pensée, une entité qui ajuste les pensées et les réponses dans notre esprit. L'auteur mentionne que l'ajusteur de pensée peut donner des réponses partielles et incomplètes, conduisant à des mutations cervelées-oreilles et des perturbations au niveau de l'équilibre et du système nerveux. Il souligne également que l'ajusteur de pensée peut s'exprimer à travers les cauchemars, diminuant l'orgueil de l'ego. Lorsque l'ajusteur de pensée utilise le signement dans les oreilles, il peut être utilisé pour avertir l'individu, mais il est difficile de distinguer si c'est positif ou négatif. Le texte conclut en disant que le travail consiste à comprendre et interpréter correctement les messages de l'ajusteur de pensée. Le sujet aborde le fait qu'une personne gauchère a un cerveau différent de celui d'une personne droitière, ce qui peut avoir des conséquences sur la façon dont elle perçoit les messages de son environnement. Si toute la structure corporelle d'une personne est inversée, comme dans un miroir, cela signifie que son cœur se trouve à droite et son estomac à gauche, ce qui peut également affecter son cerveau et sa manière de traiter les informations. L'auteur mentionne que l'individu peut recevoir des messages de l'ajusteur de pensée par l'intermédiaire de l'oreille, tels que des bourdonnements, des sifflements ou des acouphènes, mais il est difficile d'interpréter ces messages de manière universelle. Il souligne également que la meilleure façon d'apprendre à déchiffrer ces messages est de les expérimenter soi-même et de les comprendre intuitivement, plutôt que de chercher à les interpréter à travers une méthodologie qui peut devenir obsolète au fil du temps. L'auteur souligne également que l'ajusteur de pensée a pour fonction de guider l'individu vers une évolution spirituelle en éliminant l'ego, mais que ce processus peut parfois créer des perturbations et des symptômes pathologiques, tels que des picotements dans l'air. Il conclut en notant que chaque individu reçoit des signes de son ajusteur de pensée de manière unique, et que la meilleure façon de les comprendre est de suivre son intuition. Cet extrait semble aborder le sujet d'un ajusteur de pensée personnalisé attribué à un individu. L'auteur décrit que si une personne est égoïste, l'ajusteur de pensée ne l'embête pas, mais s'il est en phase d'anégoïsation, l'ajusteur lui est accordé. L'auteur mentionne également des sensations de démangeaison et de grattage liées à la fusion avec l'ajusteur de pensée. Il explique que plus on fusionne d'ajusteurs de pensée, plus il y a d'informations assimilées, mais cela peut provoquer des symptômes. L'auteur souligne qu'une personne avec un ajusteur de pensée peut mieux comprendre et répondre aux questions, et que l'ajusteur de pensée est essentiel pour l'évolution de la constitution individuelle. Il semble que l'auteur parle de l'importance d'avoir un ajusteur de pensée pour pouvoir communiquer efficacement et comprendre les concepts abordés. Il explique que l'ajusteur de pensée n'est pas seulement un outil pour inventer des mots, mais aussi pour obtenir suffisamment d'informations. L'auteur mentionne également la fusion de différents aspects de l'ajusteur de pensée pour améliorer la communication. Il souligne qu'il est important d'être à l'écoute de l'ajusteur de pensée pour se corriger au fur et à mesure de la conversation. Ils expliquent que le contrôle musculo-oculaire, le contrôle du cristallin, les perceptions kinesthétiques et un ego solide sont nécessaires pour avoir un contrôle total sur l'ajusteur de pensée. Enfin, il souligne que la connaissance de concepts spécifiques n'est pas nécessaire pour avoir un ajusteur de pensée, mais qu'il est possible de développer cette capacité grâce à des techniques spécifiques. Quand on commence à s'observer, on se rend compte que la transition entre ce qui est facile à dire et ce qui est difficile à exprimer est compliquée. Parfois, on se rend compte qu'on dit des choses
stupides et on est obligé de recommencer pour les exprimer correctement. On réalise aussi qu'on n'écoute pas toujours ce qu'on dit, ce qui signifie qu'on est mort. On sait déjà ce qu'on veut dire avant de le dire, mais pendant qu'on parle, on cherche les mots et ça colore notre discours avec l'ego. Pour être vivant et dire des choses pertinentes, il faut être attentif à ce qu'on dit et contrôler son système oculaire. L'homme est vide et vit d'une pulsion, mais il est influencé par des éléments extérieurs comme les arbres. Parfois, voir un chat peut rassurer l'ego et lui donner une sensation de sécurité. La question est de savoir s'il faut se débarrasser de cette habitude ou la transformer, car certaines personnes peuvent trouver d'autres moyens de se rassurer. Dans ce passage, l'auteur parle de différents sujets, notamment de regarder un chat plutôt que de se préoccuper de l'ego des hommes. Il évoque également un problème qu'il rencontre personnellement, à savoir qu'il entend sa circulation sanguine dans son oreille droite lorsqu'il rentre dans sa chambre. Il s'interroge sur la signification de ce phénomène et formule diverses hypothèses. Il suggère que cela pourrait être dû à une légère augmentation de sa pression sanguine en pénétrant dans sa chambre, ce qui provoque une assertion au niveau de l'oreille. Il parle également de la possibilité que cela soit lié à un souvenir de battement cardiaque de fœtus qu'il aurait déjà entendu. Il conseille à la personne qui rencontre ce problème de modifier son rituel d'entrée dans la chambre et de changer certains éléments de sa chambre pour transformer l'onde de forme qui stimule sa mémoire. Il souligne l'importance d'observer et d'appliquer les connaissances acquises lors de séminaires ou de cours. Finalement, il aborde le problème du manque de confiance des gens dans leur capacité à appliquer ces connaissances et encourage à faire des démarches pour résoudre les problèmes. Dans cette conversation, il est question de divers sujets tels que la résolution de problèmes, la stabilité, la confiance en soi, la perception des formes, la confirmation de l'ego, les différentes races neuroniques et cutanées, ainsi que l'influence des déluges sur la couleur de peau. Le locuteur évoque également sa tendance à changer et à considérer la diversité comme une richesse. Il explique la distinction entre la race cutanée qui se rapporte à la couleur de peau et la race neuronique qui fait référence aux races ésotériques. Il mentionne que la race translucide observée dans l'astral est due à l'absence de sang et d'âme, alors que la race opaque est associée à l'intensification du corps physique. Il explique aussi que la couleur de peau de la race indo-européenne a émergé suite au déluge, sans critère de comparaison à l'époque. Les passés probables n'existent plus car les futurs possibles ont été détruits, mais il reste un cheminement cumulé dans la structure génétique de l'homme. On peut se déplacer d'un monde à l'autre, mais on ne peut pas reculer dans le temps. La conscience est principalement exprimée dans le présent, mais une partie l'est dans des futurs possibles où la majorité des êtres humains n'ont pas de conscience. Certaines consciences du futur peuvent descendre dans un passé où il y a de la conscience, mais elles doivent augmenter leur schéma de conscience pour mieux s'adapter. Si on change l'humanité du jour au lendemain, toute l'histoire en arrière sera changée car elle est construite pour permettre à l'ego de comprendre et de supporter sa présence. Ainsi, on découvrira dans le passé des preuves de capacité qu'on avait acquis dans le futur. L'auteur déclare qu'il n'y a pas actuellement de preuves sur l'existence d'extraterrestres dans le passé, mais que si nous changeons notre perception du présent, nous pourrions trouver des preuves. Il affirme que le passé existe seulement en tant que celui qui permet de façonner notre présent. Il mentionne également l'idée de monde parallèle et que dans certains futurs possibles, il pourrait y avoir une certaine conscience. L'auteur aborde ensuite le concept de l'anneau de Mébius, qui permet à une conscience tridimensionnelle de comprendre un phénomène trompeur dans un monde tridimensionnel. Il fait ensuite référence aux hiéroglyphes égyptiens, affirmant que les Égyptiens de l'époque vivaient dans un monde stupide et viol, et que les hiéroglyphes n'enseignaient aucun yoga. Il fait également des remarques sur la propreté des cow-boys dans les films et soulève l'idée que notre présent crée le passé. Enfin, il parle de la recherche de preuves d'extraterrestres dans le passé et affirme que plus on cherche, plus on en trouve, mais que ces preuves ne sont pas véritablement des preuves de l'existence d'extraterrestres dans le passé. Ce texte aborde différents sujets tels que la Deuxième Guerre mondiale, les prophéties de Nostradamus, l'interprétation du passé, la science des Atlantéens et les paradoxes mathématiques de l'anneau de Mébius. L'auteur souligne que notre perception du passé est souvent influencée par notre présent, que les preuves matérielles sont interprétées à notre convenance et que l'avenir est incertain. Il mentionne également des personnages historiques tels que Napoléon et Jésus-Christ. L'anneau de Mébius est présenté comme un exemple de phénomène paradoxal. Dans ce texte, l'auteur parle de l'anneau de Mébius, une bande de papier qui a une seule face et un seul bord. Il explique comment il peut découper la bande sans jamais avoir deux morceaux distincts,
grâce au fait de la retourner en cours de découpe. Il présente cela comme un phénomène intéressant et déconcertant pour les physiciens. Il utilise ensuite cette expérience pour illustrer le concept des mondes parallèles, établissant un lien entre l'anneau de Mébius et ses théories. Il conclut en disant que les physiciens ont du mal à expliquer ce phénomène et qu'il reste un mystère pour eux.